Gitin Dafnun. Aujourd'hui, on continue les Hashem de la halachot qu'on a commencé à voir hier à propos du remboursement de quelqu'un qui a emprunté une dette. On a vu certaines halachot, comment ils avaient l'habitude de faire sortir même des terrains de la personne. Sûrement qu'aujourd'hui aussi on le fait, mais bien sûr, si on fait tout pour lui faire sortir de l'argent, du liquide ou des biens qui sont mobiliers, des métaltélines. Et si on ne peut pas, alors on sera obligé de lui faire sortir même des terrains. La takana des Chachamim, c'est que à propos de quelqu'un qui a emprunté de l'argent, il paye en bénonite. On a déjà vu pas mal d'halachot sur cette chose-là qu'on a récupéré dans le livre Pitri Choshen Perek Dalet, et surtout en général ça se trouve dans le Choshen Mishpat Siman Kuf Aleph. On va continuer la liste des halachot qui se trouve là-bas. On a vu déjà hier certaines halachot qui concernent quelqu'un qui a, par exemple, il n'a pas de liquide, mais il a un karka et des métaltélines. Dans ce cas-là, c'est le malvé qui choisit qu'est-ce qu'il est intéressé de recevoir. S'il a que des métaltélines, par exemple, alors il ne peut pas choisir quel métaltéline recevoir, parce que tout est considéré dans le même degré de remboursement. On a vu encore plusieurs halachot. Celui qui est intéressé il peut les entendre dans le shiur précédent. On va continuer encore de nouvelles halachot. Quelqu'un qui a de l'argent liquide, mais cet argent ne se trouve pas chez lui. Cet argent, il a été confié chez quelqu'un d'autre. C'est un picadon. C'est pas que cet argent a été prêté à quelqu'un d'autre. Il est que confié à quelqu'un d'autre. C'est considéré qu'il a du liquide. Aujourd'hui, c'est très courant dans la banque. Il ne peut pas dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas de liquide parce que ça se trouve dans mon compte en banque. On comprend très bien que ça s'appelle qu'il a du liquide. Il faut qu'il aille à la banque et qu'il récupère cet argent. Si par contre cet argent n'est pas confié chez quelqu'un d'autre, mais il a été prêté à quelqu'un d'autre, alors là, ça dépend. Si le moment de remboursement n'est pas encore arrivé, on reprend le sujet, le cas. Le cas, c'est que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, maintenant, n'a pas de liquide pour lui rembourser, mais Shimon lui-même, il a prêté de l'argent à Lévi. Et maintenant, on est intéressé de dire à Shimon, va chez Lévi, récupère ton argent pour payer ta dette. Ici, ça dépend. Si Lévi n'est pas obligé encore de rembourser la dette à Shimon, c'est bien sûr pas considéré qu'il a du liquide. Shimon ne peut pas forcer Lévi de payer sa dette avant le moment qu'ils ont convenu, parce qu'il se trouve lui-même dans un problème. Donc, on comprend très bien que c'est pas considéré qu'il a du liquide, il va payer avec des métaltélines, avec des carcaotes. Et comme on a déjà vu hier, si le malvé il est intéressé, si donc Réhouven dans notre cas il est intéressé d'attendre pour avoir du liquide, il peut dire qu'il veut attendre jusqu'à que l'argent va arriver. Si par contre le moment est arrivé, c'est considérer que cet argent il est que confié, c'est comme un compte en banque, et on demande à Shimon d'aller chez Lévi et de récupérer l'argent pour payer à Réhouven. Une autre halakha, quand quelqu'un il paye avec du shavet kesef, pas de l'argent en liquide, il paye avec des métaltélines ou même avec des carcaotes, tout ce qui n'est pas argent. Alors comment on évalue? Il y a ici une dette, par exemple, il lui doit 100 000 euros. Comment on évalue maintenant cette dette? Il y a plusieurs manières d'évaluer. On sait, même dans l'immobilier, dans tout, en fait, tout est relatif. On peut, même dans l'immobilier, si je vais attendre maintenant 3 ans, je vais essayer de vendre pour un prix qui est beaucoup plus que son prix. Finalement, je vais peut-être réussir à le vendre. Ça peut être même dans les métaltélines. Comment, de quelle manière, combien de temps je dois publier le bien, combien de temps je dois prendre pour essayer de le vendre, etc. Et donc, quand, par exemple, ici, Réhouven a prêté 100 000 euros à Shimon. Shimon n'a pas de liquide, mais il a un bien. Et maintenant, Shimon, il a un bien qui coûte autour de 100 000 euros. On va dire qu'il coûte 80 000 euros, mais Shimon, il dit, regarde, prends ce bien, casse-toi la tête maintenant pendant 3 ans, et finalement, tu vas réussir à le vendre à 100 000 euros, et donc tu auras reçu ta dette. Ça marche pas comme ça. On sait qu'il y a une certaine moyenne qu'il faut s'approcher de la somme normale. En fait, si il faut que ce soit le prix normal, qu'on puisse le vendre dans un temps normal, pas si c'est par exemple des affaires, pas des immobiliers,
pas qu'il ait besoin de tourner ou d'aller dans un autre pays pour pouvoir le vendre plus cher, etc. On comprend très bien qu'on parle d'un cas normal, un temps normal et un prix normal, comme pour que cette personne puisse le revendre maintenant facilement, et c'est ça qu'on considère le prix. Si s'il en est le cas, quel est le cas, quelle est la halakha dans le cas suivant? Il a reçu un objet pour sa dette et cet objet, il a pris de la valeur. Il y a eu de la demande tout d'un coup, il y a une grande demande sur cet objet et cet objet a pris de la valeur. À qui gagne cette valeur? Est-ce que c'est le malvé ou le lové? Alors là, ça dépend. S'il a reçu pour lui rembourser sa dette, euh, ici, ça appartiendra au malvé. Si par contre il a reçu cet objet pour qu'il aille le vendre et recevoir l'argent, euh, là dans ce cas-là, il est considéré que comme le chaliar du lové, de celui qui a emprunté l'argent, et donc le lové, c'est lui qui va recevoir l'argent. Donc en fait la logique elle est la suivante. J'ai reçu un objet pour ma dette. S'il me dit voilà, ça c'est cet objet, c'est ça l'objet qui va te rembourser ta dette. Bien sûr, on comprend que cet objet maintenant appartient à celui qui a prêté l'argent et c'est fini. Cet objet lui appartient complètement pour toujours. Il peut le vendre, il peut ne pas le vendre. Il fait ce qu'il veut avec. Et bien sûr, si cet objet a pris de la valeur ou bien même il a perdu de sa valeur, alors c'est le malvé qui prend sur lui le gain ou la perte. Si par contre, il a reçu cet objet, il lui a dit, regarde, moi je vais te payer en liquide, va, prends cet objet pour le vendre et recevoir ton argent en liquide. Alors là, on comprend que cet objet n'appartient pas encore au malvé, il appartient toujours au levé, et le malvé est considéré que comme l'envoyé de celui qui a emprunté l'argent pour le vendre et recevoir son argent. Dans ce cas-là, si l'objet a pris de la valeur, c'est le levé qui gagne. Dans un cas où il lui a donné un terrain ou des biens pour le remboursement de la dette, et puis finalement plus tard, il a réussi à avoir de l'argent en liquide. Le lové ne peut pas lui dire maintenant rends-moi mon bien ou mon terrain que je t'ai donné, parce que maintenant, regarde, prends ce liquide et rends-moi le bien, et on refait l'échange, c'est fini. S'il l'a remboursé, il lui a remboursé déjà avec quoi que ce soit, il ne peut pas venir plus tard et récupérer son bien. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il n'a rien du tout? Quelqu'un a emprunté de l'argent, il n'a ni de liquide, ni de terrain, ni d'argent, ni de biens, il n'a rien du tout. Ici, on retrouve une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'on peut le forcer à aller travailler? Cette personne-là, il travaille pas ou travaille pas assez. Il peut travailler plus, il peut se fatiguer. Il y a une marloquette. Est-ce qu'on le force à aller travailler ou pas? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Et quoi qu'il en soit, d'après tout le monde, il ne peut pas le prendre, le mettre en prison ou le faire travailler de force et lui dire, regarde maintenant, par exemple, je dois peindre la maison, voilà, je veux économiser. De toute façon, tu me dois de l'argent, tu ne me payes pas. Viens me peindre la maison, viens me faire le déménagement, viens travailler à droite à gauche. C'est pas, il peut pas le prendre en tant que serviteur. Les Bnei Israël ne sont pas des serviteurs dans leur corps. C'est que, en fait, tous les biens, tout ce qui leur appartient, ils sont soumis à la dette, mais la personne elle-même, on ne peut pas le faire soumettre à la dette, et donc, on ne peut pas le faire travailler. Un dernier sujet, quelqu'un qui a fait faillite. Aujourd'hui, c'est le cas pratiquement le plus courant de quelqu'un qui a des difficultés à rendre ses dettes. Il va et il fait faillite et il n'a plus besoin de rembourser toutes ses dettes. Est-ce que la halakha reconnaît le faillite ou pas? Si je me trompe pas, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Ici, il y a une certaine complication. Il y a une complication dans la halakha. Comment aborder ce sujet? Euh, il y a plusieurs indications sur la faillite que peut-être que la halakha peut reconnaître. Normalement, c'est-à-dire, si on regarde comme était la halakha à l'époque, la halakha sec dit que quelqu'un qui a emprunté de l'argent, il est toute sa vie obligé de rembourser cet argent. C'est pas parce que maintenant il a été chez le Beth Din et qu'on n'a pas réussi à lui faire sortir d'argent parce qu'il n'a pas d'argent qu'il est devenu pour de vrai patour de la dette. On comprend qu'il reste tout le temps
avec une obligation de payer la dette toute sa vie, et dès qu'il aura d'argent, il sera obligé de payer. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne s'arrête d'être obligé de payer la dette. Mis à part la halakha de la Shemitah, quand la Shemitah arrive, il y a les dettes qui sautent, mais ça on fait un prosboul, et quand on fait un prosboul, il continue à être hayab de payer ses dettes. Donc ici, normalement, c'est pas reconnu. Mais de manière générale, en fait, dans toute la halakha de Choshel Mishpat, la halakha reconnaît les changements qu'il y a eu, parce que puisque c'est pas une mitzvah, c'est pas bien sûr que la Torah ne change pas, tout ce qui est Torah toute la Torah ne change pas, ne change jamais. Mais dans les halakhot du genre Choshel Mishpat, puisque c'est ici un accord qu'il y a entre deux personnes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et que elles sont évidentes pour les deux, parce qu'ils habitent dans un pays où tout le monde se comporte d'une certaine manière. Il y a des habitudes parce qu'ils habitent dans une génération, ils vivent dans une génération dans laquelle tout le monde fait comme ceci, tout le monde fait comme cela. Et donc, quand je viens et je fais des affaires avec une personne, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être dites parce qu'elles sont évidentes pour les deux. Et dans ces choses-là, la halakha elle-même, elle reconnaît qu'on n'a pas besoin forcément de tout dire. Ça s'appelle Belibo Blev Kol Adam. Il y a aussi une indication qui s'appelle Dina de Malchuta Dina. C'est aussi à propos des halakhot qui sont entre une personne et l'autre, ou bien entre une personne et l'État, et toutes sortes de halakhot qui concernent l'État. Ici aussi, il y a une certaine force à l'État, même si c'est un État gaoui, même si c'est des halakhot, plutôt des lois qui ont été inventées par les goïms, certaines d'entre elles peuvent être reconnues par la halakha parce que il y a une force de Dina de Malchuta Dina. Il y a plusieurs détails sur ce propos. Et ici aussi, c'est à propos de la faillite, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. Dans certains cas, dans la halakha, on peut reconnaître quelqu'un qui a fait faillite, parce que quand je prête de l'argent à quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un, parce que c'est l'association qui a emprunté l'argent, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la halakha, qui n'existait pas en tout cas à l'époque, ça n'était pas reconnu. Il n'existe pas une association qui emprunte l'argent. Il y a une personne derrière qui est responsable. Eh bien non, puisque aujourd'hui, on reconnaît cette chose-là, et quand je prête l'argent à l'association, je sais que c'est en fonction des lois des associations internationales ou au moins dans mon pays, je reconnais cette chose-là, et donc j'ai fait mon prêt avec l'intention des lois qui se trouvent dans nos endroits, dans nos générations. Et donc, si finalement il fait faillite, en fait, moi-même, j'ai eu une mechila. Moi-même, j'ai été mochel. Je savais que dans le cas où il allait faire faillite, je vais perdre mon argent. Et donc, c'est considéré peut-être comme quelque chose qu'on peut reconnaître. Bien sûr que c'est pas noir et blanc. Par exemple, quelqu'un qui a réussi à se publier en tant que à recevoir en tant que dans la loi, il a réussi à se faire quelqu'un qui fait faillite, alors que ce n'était pas vrai. Par exemple, il a des biens, il a pas mal de biens, il a réussi à mettre tous ses biens sur le nom de sa femme, sur le nom de quelqu'un d'autre, pour pouvoir continuer sa vie tranquillement après. Et tous ceux qui lui ont prêté l'argent, ils peuvent aller le chercher et ils ne vont pas le trouver. Ici, bien sûr que cette personne n'est pas obligée d'être mochel. Ça veut dire, c'est considéré comme si qu'il était mochel. Ou bien quand il a reçu qu'une partie de son argent. Parce que dans toute l'organisation de la faillite, alors, on essaye de répartir certains biens qu'on arrive à lui attraper entre les gens qui lui ont prêté l'argent. Ici, on peut peut-être considérer qu'il y a une mechila. Il préfère recevoir ça plutôt que de ne rien recevoir. Et donc, il préfère que cette personne fasse faillite pourvu qu'il puisse recevoir une partie de son argent. Mais s'il est en train de faire une magouille, il est en train pour sa propre tranquillité, il essaye de se faire quelqu'un qui a fait faillite alors que ce n'est pas forcément vrai, et il aurait pu donner de ses biens à ceux à qui il doit leur argent, mais il n'est pas intéressé de le faire parce que il veut plus tard continuer une vie normale et tranquille et être riche sur le compte des autres. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de dire que ceux qui ont prêté l'argent, il y a une mechila. Il n'y a pas forcément d'une mechila. Il y a une complication à propos de cette halakha, et bien sûr, en tous les cas, il faudra aller chez un beth din pour vérifier tout ça.